Good evening. I'll deliver this presentation in French, so we can use the headphones. Thank you. Excellences, chers amis, tout d'abord, je voudrais adresser un grand mot de remerciement à mon ami Andreas Iocleus pour son aimable et généreuse invitation à ce colloque. Je sais tous les efforts que lui et sa famille, dans le cadre des activités notamment du Cyprus Mail, ils développent en faveur du dialogue, que ce soit à l'intérieur de Chypre ou bien dans le cadre du développement du Cyprus Mail dans la région. Je suis ravi d'être parmi vous à Chypre ce soir, ce pays voisin du Liban, qui, comme mon pays, forme un pont entre l'Orient et l'Occident, entre le Proche-Orient et l'Europe. Dans la guerre froide, sous l'impulsion de mon ami, Monseigneur Makarios, président de notre pays à cette époque, dont j'avais eu le privilège de rencontrer maintes fois lors de mes fréquents voyages à Chypre, le peuple chypriote avait réussi à contribuer à apaiser les tensions dans le monde, notamment entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, et œuvrer pour la paix dans le cadre du mouvement des non-alignés auquel le Liban aussi avait adhéré. Je me réjouis et salue l'initiative du Cyprus Mail, qui a pour objectif de perpétuer sur cette voie et de mener une réflexion en profondeur pour sensibiliser l'opinion publique régionale et internationale sur les problèmes politiques actuels de notre région, ceux de la Méditerranée évidemment, et œuvrer pour l'entente, la stabilité et le développement. À partir de mon expérience dans le cadre de mes fonctions présidentielles, politiques et sociales, je souhaite réfléchir avec vous autour des grands thèmes qui préoccupent notre société contemporaine et de contribuer ainsi à la recherche de solutions salutaires à tous les niveaux. La tâche est complexe et multidimensionnelle, mais la meilleure façon d'agir, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. C'est un adage naïf, mais combien fonctionnel. Mettre un pied devant l'autre et recommencer. C'est la meilleure façon d'avancer. Depuis la nuit des temps, les conflits et les querelles entre les grandes puissances, sinon les empires, ont provoqué des guerres sans fin pour affermir leur autorité au détriment de petites puissances. C'est le grand poisson qui mange le petit poisson. Ces dernières constituent des enjeux d'influence et fournissent un théâtre de confrontation directe ou indirecte entre ces puissances amplifiées par le phénomène courant de la globalisation. C'est ce qui est notamment passé entre l'Est de la Méditerranée depuis un siècle, d'abord sous l'Empire ottoman, qui était en lutte avec l'Occident, et ensuite durant la bipolarisation lors de la confrontation entre l'Est et l'Ouest. Ce sont chez nous les facteurs communautaires et ethniques, hérités de la période ottomane, qui sont instrumentalisés en ces jours pour créer des tensions dans cette région du monde. La question d'Orient fut au départ posée par le problème des minorités dans la région. Comme à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, la question des minorités, question importante et des plus difficiles à gérer, continue jusqu'alors à s'opposer à la communauté internationale, notamment dans la région. La montée du fondamentalisme au Moyen-Orient continuera, si on y prend garde, à mettre à rude épreuve la sécurité internationale. Notre planète est un grand village, et ce qui importe, c'est une solidarité pour la solution de ces problèmes contemporains. Sans garantie effective des droits des minorités, il ne fait pas de doute que de sanglants conflits éclateraient et que de nouveau les interventions étrangères seraient à l'ordre du jour. Les conflits du Moyen-Orient pourront être utilisés par certaines puissances étrangères, régionales ou internationales, comme des prétextes à des interventions qui servent les intérêts stratégiques des uns et des autres. Dans l'histoire récente, on puise maints exemples de puissances étrangères qui n'ont provoqué des crises que dans le seul but de justifier leur intervention chez nous. N'est-il pas choquant qu'elles demandent en plus à être remerciées d'être intervenues? Ça, c'est le comble.
Les facteurs communautaires qui ont été expérimentés pour créer des dissensions internes, d'abord à Chypre en 1974 et ensuite au Liban en 1975, en sont une illustration exemplaire. En réalité, il ne s'agissait pas essentiellement de guerres interreligieuses, aussi bien à Chypre qu'au Liban, mais l'exploitation de ces conflits intercommunautaires au sein de ces États, dont la structure et les institutions très fragiles au départ sont fondées sur un partage du pouvoir entre les milices, c'est-à-dire les communautés, ce qui a facilité les ingérences extérieures auprès de chacune d'elles. Exemple, les différentes communautés libanaises et les deux principales communautés chypriotes, grecques et turques. Ce même phénomène historique a été instrumentalisé en vue de provoquer des tensions internes, voire des conflits frontaliers et de voisinage. La création d'une entité fondée sur la restitution d'un territoire sur lequel une communauté religieuse se trouvait il y a 2 millénaires, Israël. La justification d'un droit d'intervention interne sous prétexte de la protection de communautés religieuses ou ethniques affiliées dans l'histoire à tel ou tel autre pays, voire en raison d'une présence colonisatrice d'un État tiers, les traités d'alliance et de garantie à Chypre, et finalement une volonté d'expression fondée sur une appellation régionale pendant une région de l'histoire, une période de l'histoire, la Grande Syrie, l'espace américain, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. L'ensemble de ces éléments ont servi de facteurs déterminants à des crises et à des tensions fréquentes et souvent aux conséquences graves survenues dans notre région. Ils ont été instrumentalisés par les grandes puissances, en particulier durant la bipolarisation. Au cours de ces bouleversements, nous avons assisté, cette dernière décennie, à des mouvements populaires de contestation qui ont remis en cause, et parfois, les frontières même étatiques, les structures et les frontières étatiques. Ce phénomène a été encouragé par le soft power, auquel certaines puissances étrangères ont eu recours à l'aide de réseaux sociaux et de la technique de l'intelligence artificielle. Prétendre aider des populations à réaliser des aspirations sociopolitiques, à renverser les régimes en place, à établir la démocratie et à jouir d'une liberté. Mais souvent, cette stratégie, instrumentalisée à des objectifs opportunistes, a provoqué la déstabilisation des institutions et donc instauré le chaos escompté selon la formule « diviser pour régner ». Exemple, le prétendu printemps arabe que je surnommais l'hiver interminable. Durant cette période, un phénomène longuement et scrupuleusement préparé à attiser ces conflits, l'islamisme, qui fut le résultat de l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques, Al-Qaïda, Al-Nusra, Daesh et bien d'autres, en sont une parfaite illustration et j'en passe. Après avoir provoqué une vague de fondamentalisme par la propagande, enseignement et prêche, entre autres, et par l'intermédiaire des médias sociaux, tout en investissement de fonds colossaux, certaines branches de l'islam politique ont été entraînées vers la création d'organisations paramilitaires qui ont porté atteinte à la sécurité et à la stabilité aussi bien de notre région que celle du continent européen. Conflits militaires, actes de terrorisme, déplacements, voire déportation de populations. Plusieurs pays de la région ont été victimes, notamment l'Irak, la Libye, la Syrie, ce qui a provoqué la déstabilisation de ces États. Ceci a eu des conséquences désastreuses sur le plan régional et international, dont la provocation d'un phénomène migratoire d'envergure, mais aussi et surtout le chaos et la violence. Des institutions étatiques des pays concernés sont menacées de dislocation au profit d'un projet politique obscur qui cherche à modifier la cartographie du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Désormais, l'instrumentalisation de la religion et des facteurs ethniques à des fins politiques ont provoqué la déstabilisation dans tous les domaines. Ainsi, dans le monde arabe, l'islamisme exacerbé a provoqué des poussées intégristes, ethniques et indépendantistes qui ont conduit à des conflits violents, entraînant des drames humains et conduisant l'ensemble des populations de notre région vers une régression économique, sociale et culturelle ou à l'immigration dans des conditions inhumaines. Cette institution se répercute bien évidemment sur le continent européen voisin, à la fois au niveau sécuritaire avec des actes terroristes sporadiques
et au niveau social et économique en raison du déferlement des migrants ou la contamination d'une société migrante qu'on avait cru intégrer aux valeurs culturelles européennes. Ces sociétés qui avaient émigré il y a peut-être un siècle en Europe et qui étaient considérées comme intégrées à la société européenne et à la culture européenne, eh bien, se sont avérées vont être contaminées par ces fléaux qui se sont abattus sur la région du Moyen-Orient. Toute la responsabilité collective de l'Europe qui ne peut rester passive à ce phénomène déstabilisateur. Il convient pour les Européens de contribuer à la pacification par l'aide au développement de ces régions voisines qui souffrent d'un sous-développement dans tous les domaines. Cette situation endémique dont souffrent les populations est l'une des sources de cette révolte populaire permanente qui déstabilise non seulement les pays arabes, mais se répercute aussi sur les pays européens. Certaines grandes puissances ont réalisé qu'il leur fallait changer de stratégie. La Russie semble vouloir œuvrer pour la préservation de la stabilité et de la souveraineté des États. Les États-Unis, avec l'administration Trump, prônent le non-interventionnisme, qu'il soit politique ou militaire. Idem pour la France, où le président Macron semble jouer l'équilibrisme en guise de stratégie internationale. Ce ne sont que des intentions, attendons voir le résultat. Il faut donc espérer une prise de conscience de cette nécessité d'équilibre, de pacification et de restructuration de notre région. L'Union européenne est appelée à procurer une aide à la fois politique, économique et sociale pour apaiser les tensions, notamment à l'Est, et permettre aux États de la région de se redresser pour mieux faire face aux mouvements fondamentalistes qui menacent aussi bien notre région que le continent européen. Enfin, je me permets de profiter de cette plateforme européenne à vocation universelle pour appeler à une action commune pour la recherche d'une stratégie qui établisse urgemment la confiance entre les États et les hommes. Une approche plus humaine de la politique mondiale. Ceci est impératif et constructif. Une approche à l'instar du plan Marshall des années 40 serait capable de développer, de pacifier et stabiliser ces États en détresse et créer ainsi un grand espace solidaire de paix et de prospérité. À l'instar des Européens qui ont surmonté leurs différends et leurs conflits séculaires en construisant l'Union européenne, nos pays arabes sont appelés, dans un premier temps, à repenser, à restructurer la Ligue des États arabes pour plus d'efficacité. Cette institution rénovée et redynamisée pourrait servir de véritable interlocuteur outillé et autorisé, capable d'inaugurer une nouvelle ère de confiance et de coopération. J'étais président du Liban de 1982 à 1988, une époque très trouble sur les plans politiques et sécuritaires, guerre libano-palestinienne, conflits intercommunautaires, intervention et occupation israélienne, occupation syrienne, hégémonie iranienne à travers le Hezbollah et j'en passe. Il m'avait fallu beaucoup d'efforts, de patience et de clairvoyance pour ramener le pays à bon port, de préserver et consolider deux objectifs libanais essentiels, l'unité du pays et la préservation de la souveraineté nationale. Mon combat continue. Les derniers mouvements populaires en cours dans mon pays ont réveillé les esprits et motivé les cœurs et redonné un nouvel espoir dans un Liban meilleur. Peut-être un nouveau Liban est en train de naître. Mon pays a regagné la confiance de la communauté internationale. Et moi qui avais douté un moment du sens de mon combat, je reprends confiance grâce à ces mouvements en cours au Liban actuellement. Je reprends confiance en mon peuple, mon pays, sa cause et son message universaliste. Il faut aller de l'avant et appeler les amis du Liban à appuyer ce même combat pour un pays qui prône un grand message d'ouverture et de paix. Merci.